Xavier Rago, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'OFCE. On va essayer de décrire, d'évoquer, d'anticiper ce qui peut se passer macroéconomiquement en 2016. Je rappelle simplement que les prévisions font état d'un 1,6% en 2016, après 1,1% en 2015. Est-ce que la France est condamnée à vivre une faible croissance ? Alors, les prévisions de l'OFCE sont dans la fourchette un petit peu haute des prévisions sur le marché, si je puis dire. On prévoit plutôt de l'ordre de 1,7 à 1,8% en 2016. Est-ce que la France est condamnée à une croissance faible ? Et la réponse à cette question est essentielle et justifie un peu notre vision un peu optimiste, certains pourraient-on dire, de la croissance en 2016. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années passées, 2013, 2014 et aussi 2015, la croissance faible vient non pas intrinsèquement d'un ralentissement de l'efficacité productive française, du progrès technique, de l'efficacité de nos grandes entreprises, nos petites entreprises, elle vient de certaines erreurs de politique économique, aussi bien au niveau peut-être français qu'européen. Un rythme accéléré d'augmentation des impôts, une politique monétaire peut-être un peu tardive, un soulagement des taux d'intérêt par le quantitative easing peut-être un peu tardif par rapport à ce qui a été fait aux États-Unis. Donc aussi bien sur le plan monétaire, fiscal, au niveau européen, il y a eu une sorte d'étouffement du rebond de la croissance des années 2011-2012 qui n'a pas connu les États-Unis, et donc qui nous a ralenti considérablement dans notre stratégie de sortie de crise. Aujourd'hui, enfin, on a un quantitative easing qui tourne à plein, alors que les États-Unis sortent de cette politique monétaire, ce qui fait que la différence des politiques des banques centrales fait que le taux de change de l'euro est assez faible par rapport au dollar. Nous, on prévoit de l'ordre de 1,05, peut-être même à la parité. Donc cette dépréciation du taux de change du fait de la politique monétaire fait un gain de croissance attendu par nous de l'ordre de 0,3 points de PIB. Donc phénomène 1 qui va stimuler la croissance. Phénomène 2, de fait, quand on regarde l'orientation de la politique budgétaire française, et les hausses d'impôts, les évolutions des dépenses, on arrive dans des zones où, grosso modo, la politique budgétaire aura un impact pas trop négatif sur la croissance. Les moments de hausse d'impôts massifs sur les ménages, sur les entreprises, sont passés. Donc, on a une politique budgétaire qui sera un petit peu négative, mais globalement dans des zones de neutralité. Tous ces éléments-là, taux de change, politique budgétaire, et l'évolution du pétrole et des matières premières, qui ont un effet ambigu sur la croissance mondiale, mais plutôt positif sur la France, nous amènent à penser qu'on sera plutôt dans l'ordre des bonnes surprises, une fois qu'un certain bruit lié à l'ajustement de la croissance chinoise se sera dissipé au début de l'année 2016. Vous l'avez un petit peu évoqué, c'est ce fameux alignement des astres, vous n'avez pas prononcé le terme, mais effectivement, on l'a bien compris, c'était le mot marquant de 2015. Est-ce que cela fera partie des hypothèses stables pour 2016 ? Alors, avec ce terme alignement des astres, il y a moins d'astres que ce qu'on pense. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alignement des astres, c'était les taux d'intérêt faibles, le taux de change et le prix du pétrole. La surprise a été le prix du pétrole. Mais quelque part, le taux de change et les taux d'intérêt, ce n'est pas les astres. C'est un choix de la Banque Centrale Européenne, qui a été un choix politique. Enfin, la Banque Centrale Européenne a mené une politique en faveur de la croissance au niveau européen, beaucoup plus tardivement que la Fed américaine. Donc, ce n'est pas un astre, c'est plutôt, enfin, on a corrigé une erreur européenne par rapport aux autres grandes zones monétaires, l'Angleterre et le Japon. Donc, là, oui, ça va perdurer. Les taux d'intérêt vont rester bas. Il y aura des tensions fortes parce qu'il y a une hétérogénéité entre les dynamiques économiques dans la zone euro. L'Allemagne est quasiment proche du plein emploi. La France a un taux de chômage historique. Voilà, il y a une hétérogénéité des situations dans la zone euro qui est un peu inquiétante. Mais le taux de chômage reste élevé, l'activité reste globalement faible. Donc je prévois quand même un soutien durable de la Banque centrale à la croissance pour permettre notamment le désendettement des États, la stabilisation des dettes publiques. Donc ça va perdurer. Le pétrole, on le voit, et l'ensemble des matières premières est durablement affecté par, le ralentissement chinois, qui est plutôt une conséquence du ralentissement mondial et non pas une cause, et les tensions géopolitiques entre l'Arabie saoudite, l'Iran. Donc c'est quelque chose qui va aussi probablement rester durable. Donc oui, ces éléments-là seront toujours là. Ça n'explique pas toute la croissance française.
En plus de ça, pour arriver à 1,8 ou même 1,6, il faut un rebond de l'économie française, il faut un rebond de l'investissement, il faut un rebond de la consommation. Et le cœur du débat, me semble-t-il, c'est va-t-on assister à ce rebond ? Mais alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, malgré tous ces éléments favorables, pour vraiment débrider la croissance ? Alors, ce qui manque pour débrider la croissance, c'est deux choses. Je pense que quand on voit cette sortie de crise, par rapport aux autres sorties de crise de la France, elle est spéciale, cette sortie de crise. Elle est très très lente. Plus lente que ce qu'on a vécu en 93, etc. Pourquoi ? D'une part, cette crise a été très longue. 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, le temps est très très long. Et la France a probablement, c'est ce que nous disent aussi nos estimations et nos prévisions, souffert et souffre aujourd'hui d'un déficit d'investissement. C'est-à-dire que pour libérer la croissance, il faut peut-être rattraper un peu le retard du fait du sous-investissement, du fait de cette mauvaise gestion de la crise. Le taux de faillite a été élevé, l'investissement était faible, donc l'absorption des nouvelles technologies dans les entreprises françaises a été plus faible que d'autres endroits. La numérisation, on sait qu'on est en retard, les machines-outils, parfois les changements de mode d'organisation des entreprises. On a certains retards du tissu industriel dans lequel il faudra d'abord investir pour rétablir le retard et pour permettre de profiter à plein du potentiel français, qui sont les travailleurs éduqués, qui sont nos infrastructures, enfin tout le potentiel technologique scientifique français. Pour se valoriser en termes productifs, il faut d'abord rattraper ce retard du sous-investissement qu'on a connu pendant 4-5 ans. Donc il n'y aura pas un feu d'artifice de la croissance. Il faut un retour de l'investissement et retrouver des sentiers de croissance qui nous permettent de valoriser nos potentiels. On a une dynamique en ce qui concerne l'investissement qui semble s'enclencher toutefois. Oui, c'était nos prévisions. Et là-dessus, il nous semble qu'il y a un débat fort sur l'investissement, qui est un peu la variable clé, pour les raisons que j'ai dites. Pourquoi l'investissement est faible ? Est-ce que l'investissement est faible parce qu'il y a une forte incertitude de la politique économique française, notamment fiscale, l'évolution des impôts, certitude par rapport à l'environnement international, géopolitique, par rapport aux conditions financières, la volatilité de la bourse est impressionnante par les temps qui courent. Tout cela joue un peu, mais me semble-t-il, on comprend assez bien la dynamique globale de l'investissement. Le facteur premier de l'investissement, ça reste la reprise de l'activité par la consommation des ménages, par le commerce international. Donc les variables économiques traditionnelles continuent d'expliquer largement l'investissement. Et avec ces variables, on arrive à comprendre qu'il y a effectivement, puisque les freins à la croissance ont été un peu relâchés, une reprise secteur par secteur, entreprise par entreprise, on le voit, ça se diffuse, un changement de tonalité, on le voit dans les enquêtes, qui fait que voilà, les clients reviennent, l'investissement repart, mais progressivement, on va pouvoir réinvestir dans le tissu industriel français. Aujourd'hui en France, on est à un petit peu moins de 18 mois de la prochaine présidentielle. C'est un laps de temps très court pour mettre en place des réformes et surtout pour que ces réformes portent leurs fruits. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre en matière de politique économique qui permettrait de brider la croissance ou est-ce trop tard ? Alors, il y a beaucoup à faire. Le danger, me semble-t-il, ce serait de réfléchir qu'à des mesures qui aient des effets que dans les 18 mois et peut-être que dans les 18 mois et positives et pas positives après. Je pense que cet horizon de 18 mois, qui est l'horizon politique naturel du débat français avec les présidentielles, il faut mettre en place des mesures, mais sur un horizon beaucoup plus long, de 3 à 5 ans. J'ai insisté beaucoup sur la demande, là, sur la reprise d'activité économique. C'est une composante essentielle, mais on sait qu'il y a d'autres éléments essentiels à plus long terme dans lesquels il faut investir aujourd'hui pour changer et valoriser tout le potentiel productif français. Un exemple, prenons le système éducatif. On sait tout ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas le prendre par petits bouts, il ne faut pas prendre l'apprentissage d'un côté, la réforme des grandes écoles, l'université, les jeunes non qualifiés. On prend par petits bouts. Non, il faut penser globalement l'ensemble du système éducatif. On sait qu'il y a à peu près 150-200 000 jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif français globalement. C'est un échec. Il faut le penser en continuité pour permettre vraiment de valoriser toutes les ressources dans tous les quartiers, tous les arrondissements, toutes les régions françaises, pour permettre à chacun de trouver une place et d'avoir un travail. Ça, c'est un investissement très important. On sait par exemple que les enseignants français sont sous-payés par rapport à leurs homologues de l'OCDE.
Ça, c'est quelque chose qui n'aura pas d'effet dans les 18 mois. Mais c'est quelque chose dont il faut parler. Il faut déconnecter la réforme, l'horizon de la réforme, de l'horizon politique. C'est ce qui donnera peut-être la liberté aux hommes politiques de proposer des réformes et de projeter la France dans le siècle qui s'ouvre. Prendre en compte le temps long. Xavier Rago, merci beaucoup. Merci à vous.